Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. On va ouvrir cette émission avec un mot, significativement. Votre assurance vie rapportera significativement moins l'an prochain. C'est une annonce faite par le Crédit Agricole qui intervient 2 jours après les inquiétudes d'assureurs étrangers installés en France sur leur capacité à continuer à respecter la loi qui impose la garantie en capital des fonds en euros. C'est une loi qui remonte à 1999 qui avait mis en place ce qu'on appelle le FGAP, le Fonds de garantie des assurances de personnes. Les comptes sociaux sont dans le rouge, pas un peu. On espérait 100 millions d'excédents cette année, ce sera 5,4 milliards de déficit exact, enfin pratiquement l'an prochain la même chose, où on sera à 5,1 milliards d'euros. Il y a bien sûr des dépenses et notamment une bonne partie des mesures post-gilets jaunes qui ne pèsent pas sur les comptes de l'État, mais qui pèsent directement sur les comptes sociaux, donc il n'y a pas de repas gratuits et on en a la confirmation. Que penser du budget 2020 ? Je poserai la question à mes invités. C'est quand même la séquence que nous vivons aujourd'hui, sachant qu'on a la partie PLFSS qui va arriver là dans l'après-midi, la partie sécurité sociale, où seront donc sanctionnés les chiffres dont je viens vous parler. Il y aura un petit mot quand même de l'auto-entrepreneur, parce qu'autant le vieux s'en est tiré, autant le jeune, lui, a plus de difficultés et il va bel et bien trinquer, car la mesure visant à baisser ses exonérations de cotisations pour 2020 a été confirmée. Pendant ce temps, la France aura un record de dette l'an prochain, on sera à 205 milliards d'euros. Peut-être que c'est le moment de le faire puisque les taux sont si bas. Et puis il y a ce bras de fer entre les éditeurs de presse et Google a fait savoir que non, je ne paierai pas. Non, je ne paierai pas les éditeurs de presse, peu importe si le 24 octobre prochain entre en vigueur une loi qui instaure les droits voisins à côté des droits d'auteur pour la presse en ligne, une loi qui est destinée à protéger tout simplement les Échos, le Figaro, enfin l'ensemble de la presse qui est allègrement lisible aujourd'hui sur Internet et notamment Google dans un modèle totalement gratuit. Je m'arrête là parce que je réalise que nous n'avons que 50 minutes d'émission et si je continue à égrener tous les sujets qui m'ont intéressé ce matin, on ne va pas s'en sortir. Virginie Calmels, bonjour. Bonjour Nicolas Dose. Vous êtes entrepreneur, alors j'ai hâte que vous reveniez parce qu'il va y avoir des annonces bientôt vous concernant et ça va me passionner. Donc je dirais aujourd'hui entrepreneur, avant que nous puissions préciser ce qui se trame. Éric Ayer, bonjour. Bonjour. Directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, co-auteur de Une autre voie est possible, le modèle social français n'est pas mort, publié chez Flammarion, et accessoirement bénévole au sein du Haut Conseil des finances publiques, n'est-ce pas ? Avec un petit peu de boulot en ce moment, j'imagine. Beaucoup. Léonidas Kalogiropoulos, bonjour. Bonjour. PDG de Médiation et Arguments, vice-président d'éthique et délégué général de l'Open Internet Project. Vous avez publié L'entrepreneurialisme ou les nouvelles lumières d'une France qui ose chez Fauve Édition. Éric Ayer, l'assurance vie va moins rapporter, c'est pas un scoop. Non. Seulement, il y a un mauvais parfum quand même autour de tout ça. Alors oui, enfin, je sais pas comment le prendre, mais je pense qu'on a un peu oublié d'où on venait en fait. On vient d'une crise de 2008 qui est en fait une crise qui devait être aussi violente que 1929. Et on n'a pas eu 1930, 1931, 1932. Hein. Donc on a effectivement, finalement, on s'en est relativement bien sorti par rapport à la crise économique. Sauf que, on en paye aujourd'hui. Penser que ça y est, tout est derrière nous, que ça y est, le chômage dans un grand nombre de pays développés était arrivé déjà au plein emploi, que la croissance était revenue et qu'on allait connaître juste des petits cycles économiques et que finalement cette grande crise était arrêtée, non. En fait, les effets de la crise de 2008 sont encore là. Et un des symptômes encore de cette crise, c'est les taux bas. Et lorsque vous restez, parce que les banques centrales, contrairement à 1929, sont intervenues massivement et ont injecté massivement des liquidités. Et tout ça a fait que les taux sont restés durablement bas. Mais c'était une volonté de la part des banques centrales pour justement redonner un peu le goût du risque. C'est-à-dire que globalement, ils achetaient la dette publique pour dire aux banques, achetez plutôt et financez plutôt de l'investissement privé. Donc, ouais. Mais donc ça fait que globalement les taux sont bas. Et quand on reste durablement dans les taux bas, alors il y a des avantages pour la solvabilité des agents qui sont endettés, hein, le privé comme le public, mais ça a beaucoup d'inconvénients, et notamment des inconvénients pour les assureurs et pour les banques. On ne peut pas durablement, enfin si on pourrait quand même globalement, mais c'est très difficile pour les assureurs de rester avec des taux bas et dire, notamment avec une assurance vie, on vous garantit non seulement un capital, mais en plus des rendements aux alentours de 1,8-2%. C'est pas tenable.
effectivement, il va bien falloir qu'à un moment, on sorte de ce système. Mais oui, là, on est un peu, encore une fois, dans la crise économique. Et justement, je pense que c'est très important de garder en tête qu'on était dans une crise extrêmement violente et que les banques centrales ont certainement bien fait de faire ce qu'elles ont fait, parce que sinon, il faut se souvenir de 1930-31, de la guerre, de la montée du populisme, de la montée du chômage, etc. Mais attention, c'était une crise, il y a un prix, et le prix, on l'a dilué dans le temps, et on est en train petit à petit d'augmenter l'addition. Et là, aujourd'hui, effectivement, l'épargnant doit se dire, mais oui, il est quand même assez bizarre, il y a un peu des injonctions contradictoires, hein. C'est-à-dire que il est un peu normal, enfin, le rôle des banques centrales, oui, c'est normal. Ça a été de dire tout de même, prenez des risques. Or, les Français, mais un peu tout le monde, ne veulent pas prendre de risques, ils n'achètent que de la dette publique. Donc il y a un moment, un problème d'offre et de demande, tout le monde veut des actifs sûrs. Et il y a de moins en moins dans le monde d'actifs sûrs. Donc tout le monde se rue sur ce qui reste d'actifs sûrs, notamment de la dette publique française, qui est un actif sûr. Mais voilà, puisque tout le monde l'achète, ça fait augmenter le prix des obligations, mais les taux d'intérêt arrivent à des... c'est les planchers, on pensait que c'était zéro, mais non, maintenant on est dans du négatif. À l'émission. Mais à l'émission. Donc comment on redonne un peu ce goût du risque? Oui, c'est un peu ça qu'on essaye de faire. Et peut-être que les assureurs, ça fait aussi partie de leur métier, de leur dire... Mais c'est là, ils sont en train. Hein. Bah oui. Leur message, c'est de dire, vous allez arrêter d'aller vers du fonds en euros, vous allez aller vers de l'unité de compte en prenant un peu Non mais plus on de garantissait risque, tout. Non mais l'assurance vie, c'est génial. Hein. On vous garantit votre capital, c'est liquide, parce que globalement, vous pouvez retirer, alors vous perdez des avantages fiscaux, mais globalement, vous pouvez retirer quand vous voulez, et en plus, on vous garantit un taux d'intérêt. Mais c'est un monde qui était aussi... Enfin, voilà, vous avez quelque chose sans risque et qui vous rapporte de l'argent, ça n'existe plus, il faut juste le dire. C'est Alice au Pays des Merveilles qui passe de l'autre côté du miroir. Le problème, c'est que ça risque de sortir de la discussion d'experts, cette histoire. Ah bah oui. Et la prise de conscience, elle n'est pas là encore. Les gens n'ont pas totalement pris conscience de ça. Allez-y, Léonidas. Simplement, je trouve que globalement, il y a aussi un environnement politique qui encourage à la prise de risque, encourage à ce que l'argent circule et ne fasse pas que dormir confortablement. Ouais. Donc, d'abord, c'est tout à fait naturel. Ce que vous avez décrit est effectivement une suite logique. On ne peut pas à la fois, pour certains, se féliciter que les taux soient bas et s'étonner que l'épargnant ne retrouve pas des taux d'intérêt élevés. Donc, tout ça est parfaitement logique. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore suffisamment, me semble-t-il, le discours politique qui donne de la perspective et de la dynamique à tout cela. Mais plus on incite les gens à prendre des risques... Qu'est-ce que vous mettez derrière un discours politique qui donnerait de la perspective et de la dynamique à tout ça? C'est le fait que les taux qui sont véritablement des taux de rendement intéressants sont corrélés à de la prise de risque, à de l'investissement dans des entreprises, à effectivement autre chose que simplement de l'aide d'État. Donc il y a... D'ailleurs, il y a plein de facteurs qui ont... Je n'ai pas Bruno Le Maire prendre la parole pour dire mettez votre argent plutôt là que ici, c'est pas son job. Non, et en plus, mais les produits existent. Mais il le fait un peu quand parce que la fiscalité est très structurante. Et donc, selon qu'on taxe tel ou tel produit, vous savez bien que l'épargne circule. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, le gouvernement a été un peu contradictoire parce que, rappelez-vous, la suppression de l'ISF au profit de l'IFI, en taxant l'immobilier et en disant qu'en fait, on voulait plutôt taxer entre guillemets la rente. Alors que l'immobilier, c'est un secteur économique qui représente 10% du PIB en France, donc beaucoup d'emplois. Et de l'autre côté, l'assurance vie est sortie de ce qu'était l'ISF, sorti donc de l'IFI, alors que finalement, quand il est en fonds euros, c'est finalement un des placements les moins productifs qu'il soit. Donc là, on est dans des ambiguïtés, et moi, je trouve que la politique a encore effectivement sa capacité à agir, notamment dans sa structuration par l'imposition. Et on est dans une contradiction, et je pense que si les taux augmentent, et on sent bien quand même que tout le monde a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Est-ce que les taux vont remonter à un moment donné? J'ai moins en moins d'experts qui... la catastrophe par rapport à ça. Donc c'est peut-être une catastrophe qui n'arrivera pas, on le souhaite tous, mais ça reste une épée de Damoclès qui, de mon point de vue, est trop grave pour continuer à endetter la France. On y reviendra sur le budget de l'année prochaine. La plupart des experts qui défilent dans cette émission sont à peu près convaincus sur un horizon de temps entre 7 et 10 ans de taux totalement flat, voire de taux négatifs. Bon. Après, je reconnais que l'argument sur la ligne de démarcation entre l'IFI et l'ex-ISF,
on a eu trop tendance probablement à présenter l'immobilier comme de l'argent qui dormait et qui ne servait à rien. Et à contrario, l'assurance vie, c'est du jour au lendemain. Il y a eu une vraie erreur, de mon point de vue, de raisonnement en la matière. Vous vouliez rajouter... Non, mais c'est vrai que le curseur... Alors, je suis toujours un peu réservé quand on utilise uniquement le curseur fiscal comme expression politique. En l'occurrence, c'est l'arme politique disponible. C'est l'arme politique qui est disponible, indubitablement. Et tout a été fait depuis 2 ans, mais plus d'ailleurs. Je pense que ça remonte même à la deuxième partie du quinquennat de François Hollande, pour inciter les Français à prendre des risques et ne pas laisser leur argent dormir. Donc finalement, je trouve que tout cela mérite d'être mis davantage en cohérence, mais qu'il y a finalement une forme de cohérence à tout cela. Demain apparaît un nouveau produit d'épargne, un produit d'épargne de retraite qui nous avait été décrit à la perfection par Jérôme Dédéian, le fondateur d'Eres, dont je ne vais pas recommencer. Vous allez en entendre parler parce qu'a priori, tous les agents financiers, type banque et assurance, vont se ruer sur ce truc-là pour espérer justement drainer un peu de cette épargne qui finit par leur coûter de l'argent pour essayer de vous emmener sur des... Alors là, évidemment, il n'y aura pas de garantie du capital. Sur l'histoire des taux très bas pendant 10 ans ou moins, je vous ai vu réagir tout à l'heure, Éric Heyer. Enfin, on ne sait pas pourquoi ils sont... Enfin, il y a plusieurs explications à pourquoi ils sont aussi bas. Donc, du coup, il faut essayer de voir. Il y a une explication juste offre-demande. C'est un peu ce que j'ai développé au début. C'est-à-dire, globalement, il y a beaucoup de demandes. Une demande, y compris des banques centrales, quand on fait un quantitative easing, mais aussi des ménages. Tout le monde se rue sur les actifs sûrs. Et il y a très peu d'offres. Parce que, globalement, on a supprimé tout ce qui était... Enfin, avec la crise économique, il y a beaucoup d'actifs qui étaient soi-disant sûrs, qui ont été dégradés. Et donc, il n'y a plus beaucoup d'actifs sûrs et on va rester longtemps parce que vous voyez que maintenant c'est la dette publique et la dette publique notamment allemande qui était le gros, il y en a plus, il y a plus d'émissions, on est en dessous de 60, donc vous voyez, il reste plus que la française globalement en masse. Zone euro, oui. Mais et voilà, et donc il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande qui fait que ça va durer encore longtemps. Ça c'est une première explication. La deuxième explication, c'est qu'en fait ce taux long exprime quelque part une décroissance économique ou exprime quelque part un sentiment que la croissance demain sera extrêmement faible pour différentes raisons, à la fois un vieillissement de la population, aussi des gains de productivité de plus en plus faibles et une transition écologique qui ne sera pas rentable d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'on va devoir faire des gros investissements pour un peu verdir notre moyen de production, mais ça va être beaucoup moins rentable et donc moins de rentabilité. Et donc ça signifie qu'on est parti dans ce que les économistes appellent la stagnation séculaire. Mais vous voyez, si on est dans la stagnation séculaire, ça veut dire que les taux soient hauts, oui. Et les taux vont rester bas. Donc vous voyez, pour ces raisons-là, pour différentes raisons à la fois dans le très court terme, l'offre et la demande, c'est évident. Et puisqu'on est dans une stagnation séculaire, il y a objectivement très peu de raisons pour les voir très fortement augmenter. Et autre point, c'est-à-dire que même si ça devait augmenter, rappelons que quand même la diffusion de cette augmentation sera extrêmement lente puisque globalement la maturité des dettes c'est à peu près 8 ans, 7 ans et demi, 8 ans. Donc ça veut dire que même si elle devait prendre 1 point ou 2 points, eh ben ça serait ces 2 points, ça ne porterait que juste un 8e ou un 7e de la dette. Donc ça va mettre 8 ans, même s'il devait avoir une augmentation aujourd'hui, ça mettrait 8 ans pour que c'est un effet à plein. Donc vous voyez, on a un peu de temps et la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là ? Justement, Virginie Calmels, on a eu le budget 2020 qui a été présenté, on aura celui de la sécurité sociale qui va nous être présenté aujourd'hui. Alors on passe de 100 millions d'excédents espérés en 2019 à 5,4 milliards de déficit pour des raisons que l'on connaît bien. Et il y a pas mal d'économistes aujourd'hui qui disent finalement se tolérer aujourd'hui du déficit, qu'il soit social ou qu'il soit carrément d'État mais déficit public, c'est peut-être le moment de tolérer du déficit, d'avoir une politique budgétaire contracyclique, contrairement à ce qu'on a fait par le passé, enfermé dans ces règles budgétaires qui nous étaient imposées par l'Europe. C'est le moment peut-être de faire comme ça. Ce serait donner quitus au gouvernement de la photographie fiscale qui nous est... Et d'ailleurs, Bruno Le Maire a dit c'est un acte politique le budget. Voyons. Donc ça veut dire qu'on peut continuer à finalement vivre largement au-dessus de nos moyens et à se moquer des générations futures. C'est quand même, là encore, très contradictoire par rapport à ce grand débat mondial maintenant sur l'écologie et sur finalement la terre que nous empruntons à nos enfants. Moi, je suis farouchement opposée à l'idée qu'au fond, on ne pourrait pas réussir à faire des budgets en équilibre. Les autres pays le font. On a laissé filer le déficit, on n'a absolument pas réduit la dépense publique.
publics, alors que c'était un des enjeux majeurs de la France pour équilibrer ses comptes. Pourquoi il faut le faire? Parce que c'est une nécessité, étant donné que la pression fiscale est à son maximum. Je veux dire, quelles sont aujourd'hui les catégories de Français qui peuvent encore accepter de payer davantage d'impôts? Il n'y en a plus. Le bon taux fiscal, je prends à Pierre pour donner à Paul, ça ne fonctionne pas. Pierre n'est pas content, mais Paul non plus, parce qu'il ne reçoit pas assez. Et donc, la dépense publique doit baisser. Et pourquoi elle doit baisser? Parce qu'elle n'est pas efficace dans notre pays, il faut le dire. Aujourd'hui, quand vous avez 80 agents publics pour 1000 habitants en France, c'est 61 en Allemagne. Est-ce qu'on pense que l'Allemagne est vraiment très sous-administrée par rapport à la France et que les services publics ne sont pas de qualité? Donc, on a besoin d'augmenter notre productivité, on a besoin de réduire cette dépense publique. Ça passe bien sûr par une réforme des retraites, c'est une évidence, mais ça passe aussi, et ça c'est nulle part dans le budget aujourd'hui, par des mesures courageuses qui visent notamment à travailler sur la fonction publique et l'efficacité de cette fonction publique, redéfinir les périmètres de fonction de l'État, qu'est-ce qui est vraiment du ressort de l'État et qu'est-ce qui ne l'est pas. Regardons aujourd'hui, on est un pays où l'État se mêle de tout, qu'il fasse bien ce pourquoi les Français l'attendent, le régalien, la police, la justice. Là, on a des dépenses qui devraient augmenter. C'est ça qu'on attend d'un budget courageux, c'est de mettre davantage de moyens sur la police, davantage de moyens sur la justice, davantage de moyens dans les hôpitaux, mais d'oser dire qu'en revanche, les fonctions publiques territoriales, par exemple, sont parties à volo. On a augmenté considérablement le nombre de fonctionnaires dans les fonctions publiques territoriales. Les régions, regardez, la fusion des grandes régions n'a non seulement pas généré d'économies, mais encore une fois, on a laissé filer la dépense parce qu'on n'est pas courageux et aussi peut-être parce que les hommes et les femmes politiques de ce pays ne comprennent pas que derrière des fonctionnaires, ce sont des hommes et des femmes qui ont les mêmes ressorts que dans le privé, qui ont besoin d'avoir une valorisation de leur travail, qui ont besoin d'avoir des perspectives de carrière, d'évolution, de rémunération. Je pense qu'il est temps de plaider pour beaucoup moins de fonctionnaires mieux payés dans notre pays que beaucoup plus de fonctionnaires extrêmement mal payés. Et je trouve que derrière le débat des Gilets jaunes, il y avait cette idée qu'on ne peut pas bien vivre avec des salaires aussi bas. Je partage cette vision et je pense qu'à un moment donné, quand vous voyez que les heures supplémentaires des policiers n'ont pas été rémunérées, c'est une honte. Quand vous voyez les suicides chez les agriculteurs, c'est une honte. Donc on a un vrai problème. Moi, je suis pour augmenter les salaires dans la fonction publique, d'une fonction publique qui répond vraiment à l'attente des Français, pas dans de l'administration. Pompidou disait arrêtez d'emmerder les Français. Moi, je considère que quand on a ces ratios de dépenses publiques, c'est qu'on n'a toujours pas compris qu'il fallait laisser au contraire les entrepreneurs, les entreprises, ceux qui créent l'emploi et la richesse se développer en liberté et de l'autre côté, mettre les moyens là où on les attend. Alors, la photo est implacable. C'est une photo de long terme de l'observation du système public français. Certains, alors je vais faire réagir évidemment mes invités, mais certains vous rétorqueront que pour la première fois, compte tenu de l'environnement que nous connaissons, justement, si on décidait d'appuyer sur la pédale dépenses publiques, eh bien, on pourrait en avoir un rendement positif qui améliorerait le sort des générations futures plutôt que de tarir la terre. Voilà. Mais ça dépend ça dépend de quelles dépenses publiques nous parlons, Nicolas Dose. Okay. Quand on parle d'investissement, là, évidemment qu'on peut discuter l'endettement pour financer des infrastructures routières, aéroportuaires, ferroviaires, qui vont profiter à tous, des investissements dans le numérique sur l'ensemble du territoire. Je n'y suis évidemment pas opposée, mais là on est en train de parler d'investissement. Mais vous voyez bien que des collectivités, si je prends l'exemple de Paris, nous sommes à Paris, regardez comment on a laissé filer l'endettement de cette ville, ou surtout lunaire, le ratio de dette, fonctionnement-investissement est une honte. Il n'y a plus d'argent pour les investissements, l'essentiel de l'argent passe dans le fonctionnement. C'est ça qui ne va pas. Évidemment qu'on peut se dire qu'il y a de la bonne dépense publique, je suis d'accord, et que là elle peut supporter de la dette de long terme, parce qu'on parle d'infrastructures. Mais regardez bien tous les budgets des collectivités aujourd'hui. Vous verrez que malheureusement, le ratio investissement-fonctionnement a filé au bénéfice du fonctionnement, au détriment de l'investissement. Et je crois que c'est un parti pris, là encore politique, qui est inquiétant pour l'avenir. On marque une pause. Vous réagissez, bien sûr, c'est l'un des sujets centraux de l'économie française en ce moment. Il est certain que quand on observe le détail de la photographie du budget 2020, ça tend à vous donner un peu raison. C'est un peu un budget comme d'habitude.
C'est un budget au coup de rabot, très peu de rabots et aucune réflexion sur les grands postes sur lesquels il faut mettre des moyens et les autres où au contraire il faudrait être courageux et oser réduire cette dépense. Il y a du coup de rabot, il y a du bonneteau fiscal, il y a une forme de capitulation devant la réforme de l'État et notamment la baisse du nombre d'agents de l'État, puisqu'on parle là du PLF, le projet de loi de finances, c'est le budget de l'État qui est l'une des 3 fonctions publiques. On marque une pause, réaction dans un instant. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Virginie Calmels, entrepreneur. Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, co-auteur d'une autre voie est possible, publié chez Flammarion, membre du Haut Conseil des finances publiques. Léonidas Kalogeropoulos, PDG de Médiation et Arguments, vice-président d'éthique et délégué général de l'Open Internet Project. On dira un mot tout à l'heure de la guerre entre, on va dire, les journaux et Google. Et puis, auteur de l'entrepreneurialisme chez Fauve Édition. Vous vouliez réagir à ce que disait Virginie Calmels? Ok, pour faire de la bonne dépense publique, mais on en a rarement pris le chemin et on n'en prend pas le chemin pour 2020. Non, je voulais globalement réagir à ce que disait Virginie Calmels sur le budget, qui est, me semble-t-il, un budget extrêmement chiracien. Jacques Chirac a subi... Ou hollandien. Oui, enfin, Jacques Chirac a subi les grèves de 95 et ça l'a tétanisé. Je crois qu'Emmanuel Macron a subi les gilets jaunes et que ça a tétanisé. Et finalement, le manque d'ambition ou d'effort sur ce budget, c'est aussi une situation, une réaction à la perception d'un pays inflammable, totalement réactif à la moindre incartade. Et donc on ne touche à rien avec 47 équivalents temps plein de réduction de la fonction publique, c'est-à-dire une stagnation totale de la situation, on touche à rien. C'est vraiment une situation de tétanie. Et Virginie Calmels, vous disiez qu'il fasse au moins ce qu'il doit faire convenablement et pas qu'il en rajoute là où on ne l'attend pas. Je trouve qu'en plein milieu de cette situation, d'avoir eu l'annonce il y a quelques jours du gouvernement des pouvoirs publics qui s'engage à accompagner toute conception de nouvelles naissances pendant les 1000 premiers jours, les 3 mois avant la naissance jusqu'aux 3 ans après la naissance, je trouve que c'est extraordinaire. C'est l'État nounou, alors qu'effectivement, il n'est pas en mesure de payer les heures supplémentaires des policiers. Donc cette situation est effectivement une situation d'un budget qui n'est d'ailleurs effectivement quasiment même pas commenté. Est-ce que ça peut durablement continuer comme ça? Il y a une chose qui, en tant qu'entrepreneur, et vous savez que c'est un peu la voix que j'essaie de porter ici, qui est préoccupante, c'est que dès qu'il y a des incartades et des réformes importantes et qu'elles conduisent à une paralysie du pays, c'est à se demander si c'est pas pire. Donc en soi, c'est d'ailleurs ce que l'on constate avec la célébration de Jacques Chirac, c'est que finalement, quand on ne touche à rien, eh bien, globalement le pays s'en sort et il arrive à progresser. Et quand la politique essaye de faire des grands mouvements, eh bien le pays se braque et ça ne marche pas. Donc c'est en soi un peu préoccupant. Quelques points de détail sur ce budget, si vous permettez. Le report de la reconduction de la prime patron. Oui. C'est un point. Vous savez que le mouvement éthique avait beaucoup milité pour cette prime de fin d'année. Jusqu'à 1000 euros. Dans la limite de 3 SMIC. Voilà, exonéré. Alors je sais bien que les exonérations, faut qu'ensuite le budget de la sécurité sociale... Les exonérations, c'est pour l'État, la désocialisation... La désocialisation, ça fait que le budget de la sécurité sociale est ce qu'il est, mais bon, en tout état de cause, ça permet à cette prime d'exister. C'est une prime volontaire des chefs d'entreprise et le dispositif est reconduit pour cette année. Donc on voit quelque chose qui a été proposé par les forces économiques qui s'installent dans la durée. Et puis quelque chose que je trouve intéressant, que je connais bien, j'ai toujours été très transparent sur les dossiers que j'accompagne, il y a la mise en place d'une expérimentation pour la contemporanéisation du crédit d'impôt sur les services à la personne. C'est intéressant parce que c'est une logique qui intéressera... Je vais rappeler de quoi il s'agit quand même, Léonidas. Oui. Aujourd'hui, c'est un crédit d'impôt. Le principe d'un crédit d'impôt est que vous le touchez avec une année d'écart. Une année d'écart. Et il est question effectivement de le restreindre un petit peu. Certains ménages les plus aisés n'auraient plus forcément accès à cette niche fiscale, mais de pouvoir le verser immédiatement sous forme de prime aux ménages qui y ont droit. Enfin, en tous les cas, de le rendre contemporain de la dépense. On dépense en service à la personne, instantanément, on bénéficie de 50% d'exonération de crédit d'impôt sur ces dépenses. C'est une logique d'investissement. C'est
pour ça que c'est intéressant. Généralement, quelle est la grande difficulté que l'on a quand on discute avec Bercy ? Vous défendez, Léonidas, la dépense qui vous arrange. Hein. Alors, parce que c'est de la dépense fiscale pure et dure quand même. Vous avez raison, mais... Excusez-moi, c'est de la subvention. Non, mais pardonnez-moi, la raison, allez au bout du raisonnement. Parce que vous allez me dire que les heures sub défiscalisées et désocialisées, c'est vachement bien. Non, je voudrais aller au bout du raisonnement. Alors allez-y. Allez-y. Aller au bout du raisonnement, c'est juste constater ce que Bercy a constaté dans la durée, c'est que ces exonérations sont rentables. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent de lutter contre le principal concurrent du service à la personne et des entreprises, c'est le travail au noir. Et le travail au noir est tellement ruineux pour les recettes à la fois fiscales et sociales que le fait de faire un crédit d'impôt est plus rentable que le montant du crédit d'impôt. Donc c'est un investissement. Et c'est très rare que l'État arrive à raisonner en termes d'investissement. Généralement, quand il a une dépense fiscale de 1000 d'un côté, il veut une nouvelle recette fiscale de l'autre. Là, il constate que ce qui est investi crée de la dynamique, crée de la possibilité de déclarer la totalité de l'activité. C'est donc rentable et effectivement, c'est pérennisé dans ce budget et a priori, la contemporanéité devrait être installée dans la durée. Juste un mot, si vous me permettez, parce que c'est quand même un jour d'hommage à Jacques Chirac. Je me permettrai de répondre sur ce qu'a dit Léonidas. Pour moi, c'est un budget Hollande 3 et non pas Chirac. Pour une petite chose qui me semble vraiment majeure, c'est n'oublions pas que du temps de Jacques Chirac, l'endettement de la France était à 60% du PIB. Aujourd'hui, on est en train de frôler les 100%. Donc, l'envolée de la dette s'est fait postérieurement, comme vous le savez. Regardez les chiffres. J'ai regardé les chiffres. Vous avez quand même la vague de la crise de 2008 sous le quinquennat Sarkozy et la vague Hollande. Et globalement, je pense qu'on est malheureusement plus aujourd'hui dans la continuité du quinquennat Hollande. Ramené en euros, la dette publique, quand Jacques Chirac arrive au début de ses 12 ans, elle est à peu près de 400-450 milliards d'euros. Il va partir, elle frôle les 1000 quand même. Hein. Oui, mais là, aujourd'hui, on est à 2400 milliards, Nicolas. On est à 2400 milliards. Sont toujours exponentielles. Les accélérations sont toujours exponentielles. Donc, bien sûr, mais nous sommes près de 2400 milliards. Il y a le feu au lac, je pense. Hollande 3, Chirac 25. Ouais, alors il y a plein de choses il y a plein de choses qui ont été dites. Je suis d'accord avec une partie, mais je suis pas d'accord avec aussi beaucoup de parties. Donc je vais m'intéresser plutôt à la deuxième partie. Je suis pas d'accord. Enfin, il y a le feu au lac. La première partie, on a dit les taux d'intérêt sont au plus bas. On peut pas dire à la fois il y a le feu au lac et les taux d'intérêt sont négatifs. Tout le monde s'arrache de la dette publique française. Pourquoi ? Parce qu'on fait un raisonnement. Mais il y a une limite quand même. Il y a la limite. Alors on nous a dit que c'était 60. Après on nous a dit que c'était 90. Et ces limites de points de PIB, on les dépasse. Je la vois pas la limite. Et les taux d'intérêt. Quand on émet à 15 ans en taux négatif, qu'on l'avait jamais fait. Là, je parle de responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Aujourd'hui, il y a 17 000 milliards de dollars de dette en taux négatif. Alors oui, il n'y a pas le feu au lac, justement. Oui, mais continuons à marcher. Je vous ai laissé parler. Si on parle à deux, on n'entend pas. Si on parle à quatre, c'est mort. Il y a pas mal de choses qui m'ont écorché les oreilles. Je le savais. Donc du coup, donc on peut dire effectivement c'est dangereux, mais dire il y a le feu au lac, c'est faux. Il n'y a pas le feu au lac. Justement, il y a du temps et ce qui est important, c'est au contraire se dire on se calme. Il y a du temps. Qu'est-ce qu'on fait avec ce temps ? Voilà. Et ça, c'est important. Et donc, j'ai été d'accord avec certains points que vous avez évoqués, notamment le fait que sur certains, on a parlé du social. Il ne faut pas qu'il y ait de déficit, c'est normal. Oui, ça, effectivement, il faut que les caisses d'assurance maladie ou retraite soient à l'équilibre sur le pas forcément le court terme. S'il y a une crise économique, c'est normal qu'il y ait un peu de déficit. Mais ça, qu'on ait comme règle, il faut zéro déficit sur les retraites, sur la maladie, on va dire sur 5 ans. Ça, c'est normal et ça, il faut le dire. Mais c'est pas ce qu'on fait. Si, c'est ce que l'on fait. C'est ce que l'on fait. Alors après, on a repoussé 3 ans le retour à l'équilibre. Mais oui, et puis parce que d'un coup, on prend des décisions. Mais c'est sûr que quand on prend des décisions où on fait les heures sup défiscalisées, qui est quand même une hérésie, on sait. Alors là, pour le coup, il y a eu des études. Ça détruit de l'emploi et ça enlève des recettes sociales. Et on rate la cible. Et on rate la cible. En partie. Ça vous explique déjà un tiers du déficit dont on parle sur le social, c'est lié à cette défiscalisation des heures supplémentaires. Moi, je veux bien qu'on nous demande de faire des études. On les fait, tout le monde les fait, que ça soit de CAHUC qui est plutôt pour et chez nous, tout le monde est d'accord là-dessus. Et pourtant, on fait ces erreurs-là. Même CAHUC, il a fait le bilan des années des heures sub Sarkozy, c'était pas bon. C'était pas bon.
Autre point, on laisse filer les déficits. Non, c'est pas vrai. On n'est pas dans le Hollande 3. Hollande arrive, il y a 5,7 points de déficit. 5,7 points de déficit. Aujourd'hui, on est à 2,2. On peut pas dire à ce moment-là qu'on laisse filer les déficits. Au contraire, et notamment chez Hollande, il y a eu sans croissance économique, une réduction du déficit, le déficit structurel. Mais là, la baisse des taux joue dans la baisse du Non, le déficit structurel, On bénéficie de la baisse des taux. Mais alors, vous n'avez pas vu augmenter les impôts. Vous vivez dans quel pays? On a augmenté très fortement les impôts sous Hollande. Oui, et ben donc il y a bien eu une réduction du déficit structurel par la fiscalité, pas par la dépense publique. Vous l'aurez sans doute souhaité, mais on peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'effort. Hollande. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Il est obligé de s'époumoner pour finir ses phrases. On ne peut pas dire que c'est le même déficit. Non, on a réduit les déficits sous Hollande par la fiscalité. On peut dire que c'est une erreur, mais on ne peut pas dire que c'est la même chose. Là, on baisse la fiscalité, on baisse la dépense publique aussi en point de PIB. Il faut le dire. Vous dites qu'on laisse filer en point de PIB. Mais oui, mais c'est ça la vraie mesure. Oui, c'est ça. Alors attendez, je vous ai pas laissé. Oui, bien sûr que c'est ça la vraie mesure. C'est en point de PIB, c'est notre richesse. On peut pas la réduire en niveau. Après, quand vous dites qu'on a plus de fonctionnaires, c'est pas ça qui coûte cher, c'est le nombre de personnes qui travaillent dans l'État. Donc vous avez sorti le chiffre, mais qui est un chiffre qui est uniquement partiel, parce qu'en Allemagne, ils ont des contractuels. Et quand vous regardez contractuels plus fonctionnaires, laissez-moi finir. Eh ben non, ce qui coûte à l'État, c'est les contractuels et les agents publics. Quand vous regardez par 1000 habitants, c'est 121 pour la France, c'est 125 pour l'Allemagne. Il faut arrêter de dire et c'est 128 pour les États-Unis. On a le même niveau de personnes qui travaillent pour qui sont payées par l'impôt. C'est la même chose. Après, mais si, c'est des chiffres qui sont officiels. 80 mais c'est les fonctionnaires. Vous parlez des fonctionnaires. Pour 1000 habitants, vous parlez, 61. Moi, je vous dis, c'est les fonctionnaires. Donc vous parlez, effectivement, il y a plus de fonctionnaires. Ensuite, qu'on raisonne sur le statut, est-ce qu'il vaut mieux des fonctionnaires ou des personnes contractuelles, c'est une bonne question. Mais oui, c'est pas une question de nombre. Pourquoi il faudrait réduire de 150 000, de 500 000? C'est ridicule. Essayons plutôt de voir. On a à peu près contractualiser notre fonction publique. Pourquoi pas, c'est ce que vous voulez, Darmanin. Mais là, du coup, c'est pas une question de nombre. C'est ça la réforme. C'est est-ce qu'aujourd'hui, on est plus efficace quand on est contractuel ou quand on est fonctionnaire? C'est ça la vraie question. Mais faire des réformes en disant je vais baisser mais non, ça s'ajoute. Oh, mais ça c'est pas. Et de la même manière, quand vous dites la dépense publique, on le sait que la dépense publique n'est pas efficace en France. Mais d'où vous le savez? Qu'est-ce qui est une étude qui vous le montre? Aujourd'hui, la dépense publique, si elle est plus importante en France qu'ailleurs, c'est affaires économiques, les niches fiscales. On a quasiment 2 points de PIB liés à ces niches fiscales. Est-ce que c'est plus efficace de faire des niches fiscales? Sans doute. Si je vous écoute, non mais pardon, ça peut être efficace. Je finis. Pourcentage du PIB. Oui, c'est en pourcentage du PIB. 56% du PIB en dépenses publiques. Je vous explique. 46% dans la moyenne des autres pays. Alors je vous explique sur les 10 points. Je vous explique. Facilement. Sur les 10 points, il y a 2 points qui sont liés aux affaires fiscales. Est-ce qu'il faut faire des niches fiscales? Moi, c'est une question. Peut-être qu'effectivement, c'est bien de faire des niches fiscales, donc continuons. Ça fait 2 points de PIB. Ensuite, vous avez 4,5 points de retraite de plus. Oui, d'où la réforme des retraites. Mais oui, mais est-ce que les retraites, c'est plus efficace quand c'est public ou quand c'est complètement privé? Vous voyez, qu'est-ce qui est de public dans les retraites? Moi, je trouve ça très intéressant de vous écouter, Eric. Regardez, il y a 2 points d'affaires publiques, il y a 4,5 points, on a déjà fait quasiment 60%, et ensuite, il y a 1 point de logement. On peut effectivement faire mieux dans le logement, mais tous les experts sont d'accord. Ok, non mais d'accord. On fera partie d'eux. Ok, famille et défense. Et après, il y a 1 point sur la défense, mais oui, on a une armée. Où est-ce que vous allez chercher? C'est pour ça que c'est compliqué. Qu'est-ce que vous allez dire? On va avoir moins d'armées. Non, mais je trouve ça formidable. On voit bien que ce qui est important, c'est affaires économiques. Est-ce qu'on enlève toutes les niches fiscales? Le CICE, c'est dans les affaires économiques. Mais bien sûr, vous savez quoi? On va baisser de 1 point les dépenses publiques parce qu'on va passer du CICE aux baisses de cotisations. Et ensuite, c'est les retraites. Mais moi, je suis désolé, mais c'est pas évident de dire qu'est-ce qu'il y a de public dans les retraites. On prend dans un salarié du privé qui la paye pour aller à un retraité du privé. Je suis en désaccord radical avec la totalité de ce que vous avez dit, Eric. La totalité. Et même sur le fait que même on a Léonidas. Non, pardonnez-moi. Non, juste Léonidas, dans ce que dit Eric, il y a quand même plein de trucs factuels. Non, mais je veux bien qu'on soit pas d'accord avec les faits, mais il y a quand même des choses. Avec la les 8 points, les 4 points de retraite, les 2 points d'affaires économiques, il n'y a pas de désaccord. Si vous permettez, Eric. Si vous permettez, Eric, si je suis en désaccord absolu, radical, total avec vous, c'est que d'abord, vous venez de faire le plaidoyer de l'existant.
bilan, c'est-à-dire que finalement, la vision du monde que vous avez, elle a un prix, elle a un résultat, c'est 100% de dette laissée à nos enfants, 2400 milliards de dettes, c'est le fruit de votre raisonnement total, parce que finalement, vous venez de nous donner la justification de tout ce qui est aujourd'hui le fruit de 30 ans d'un système politique dont vous êtes le parfait défenseur, et je vous en sais gré, parce que finalement vous donnez quasiment l'inconscient de ce que font tous les gouvernements les uns après les autres, mais le résultat il est là, et la vision du monde qui est derrière, c'est que finalement la société ne peut progresser que si l'État n'arrête pas d'en faire davantage. Or il y a une autre vision du monde, et cette autre vision du monde fait que je suis en radical désaccord avec vous, c'est qu'au contraire, ce qui fait avancer le logement, ce qui fait avancer la richesse, ce qui fait avancer l'emploi, ce qui fait avancer globalement tout l'enrichissement collectif de notre pays, c'est pas ce que fait l'État, c'est ce que font davantage les entreprises. Or, nos entreprises ne le font pas parce qu'elles n'arrêtent pas de financer l'État. Et ce déséquilibre-là, qui est effectivement traduit dans un chiffre que rappelait Virginie Calmès tout à l'heure, qui est les 56% de richesse nationale consacrée à la dépense publique, fait que toutes les entreprises ne font pas ce qu'elles devraient faire. Et notre pays s'appauvrit. Et cet appauvrissement collectif conduit constamment l'État à dire « je dois faire plus en prestations sociales, je dois faire plus pour accompagner ». Et tout cela fait que ma vision du monde est radicalement en opposition à la vôtre, même si sur un certain nombre de points de détail, il y a un certain nombre de points d'accord. La dépense publique, c'est pas l'État, c'est tout petit l'État, c'est les collectivités locales. Ce qui fait... Non, pardonnez-moi, ne me rattrapez pas sur un détail de langage, je parle de la dépense de la sphère publique. La dépense de la sphère publique, c'est principalement de la dépense sociale. Sur 1250 ou 1300 milliards de notre pays s'appauvrit et on n'arrête pas de financer par de la dépense sociale l'appauvrissement collectif. Quel est l'instrument qui mesure l'appauvrissement? Qu'est-ce que vous dites quand vous dites que le pays s'appauvrit? Le PIB par tête n'a jamais été aussi élevé. Nous vivons dans le même pays, Éric Heyer. Nous vivons dans le même pays. Nous avons vu durant 6 mois défiler dans nos rues un pays appauvri. Ce sont les inégalités. Qui hurle d'être appauvri même quand il travaille. Attendez, quel est l'indicateur économique? Pardonnez-moi, mais ça me tient à cœur. Économique qui montre ce que vous êtes en train de dire. Qu'importe, vous êtes un économiste, je suis un citoyen entrepreneur. Et je pense que mon rôle et le rôle de tous les entrepreneurs, et ceux que je connais, et c'est par milliers qui partagent cette conviction, c'est de faire plus pour enrichir le pays et pas d'essayer de trouver des bonnes taux et des mécanos. C'est vous qui opposez le public et le privé. Moi, je pense que le public peut aider le privé. Si on a une productivité qui est bonne. Mais le privé n'a pas besoin qu'on l'aide. Le privé a surtout besoin qu'on le laisse faire. Et là où je ne vous rejoins pas, c'est d'abord la pression fiscale. Pardon de dire que de baisser par la pression fiscale, c'est facile, c'est l'arme des faibles. Le politique, il doit agir, et il doit agir non pas en pressurant encore davantage des sphères qui ne peuvent plus, quels que soient les niveaux. La pression fiscale est trop importante. Et ensuite, vous dites quelque chose qui est en gros, continuons comme ça, tout va très bien. Où est-ce que j'ai dit ça? Non, mais vous parlez d'indicateurs économiques en disant que vous n'avez pas d'indicateur économique en opposition à Léonidas pour dire que finalement ça s'appauvrit. Ça me rappelle tous ces économistes qui nous ont expliqué au passage à l'euro qu'il n'y avait pas d'augmentation des prix. Eh bien, excusez-moi, mais il y a un moment donné où les gens ne sont pas des imbéciles, ne vivent pas qu'avec des tableaux Excel et des indicateurs économiques. Ils voient sur le terrain ce qu'il se passe. Aujourd'hui, pardon de vous le dire, je pense que sur les ronds-points des Gilets jaunes au début de ce mouvement, il y avait des gens qui travaillent et qui constataient simplement qu'à la fin du mois, ils ne pouvaient pas épargner, ils ne pouvaient pas s'offrir des loisirs et que tout passait dans de la dépense courante et qu'on ne peut pas les priver de ça. Et pardon, mais je pense qu'il faut travailler à cette baisse de la dépense publique pour baisser les impôts qui portent sur tous, pour laisser les entreprises faire leur travail, c'est-à-dire de création de richesse, d'emploi, et que les gens s'en sortent mieux. Et quand vous dites qu'il ne faut pas opposer le public au privé, pardon de vous dire que le public est très maltraité en termes de gestion des ressources humaines, que les fonctionnaires, je le disais tout à l'heure, sont très mal payés, et que c'est un vrai sujet pour notre pays. Alors que vous dites, en gros, on va tout laisser pareil. Moi, j'ai essayé déjà, vous parlez déjà beaucoup pour vous, n'essayez pas de parler pour moi. Non, mais moi, je pense que je parle pour moi, les policiers doivent être augmentés, les infirmières doivent être augmentées, mais pardon, il y a eu dans la collectivité, mais oui, parce que dans les collectivités territoriales, quand il y a eu la décentralisation, vous connaissez ça par cœur, vous avez les chiffres, il y a eu une augmentation majeure du nombre de fonctionnaires, et vous dites il ne faut pas parler en nombre de personnes, bien sûr, mais parlons en productivité.
inégalités. pas écouté. En Mais non, mais je parle en On va nombre de laisser, personnes. on va laisser, Alors, on va laisser Qu'est-ce qui me Eric fait dire que réagir. pourquoi je peux pas être d'accord sur le thème on s'appauvrit, la nation s'appauvrit? Non. Le PIB par tête n'a jamais été aussi élevé en France dans son histoire. Donc du coup, on peut pas dire que, alors qu'on est plus riche en moyenne, on peut pas dire qu'on s'appauvrit. Bon, Et non, alors, mais Léonidas, Les non, mais- écarts, non, les mais- écarts. non, eh mais ben oui, moyennes. eh ben alors, excusez-moi. Et Eh ben on alors peut là, pas- c'était mon point. Donc en moyenne, on peut pas dire qu'on s'appauvrit. On ne peut pas réagir qu'avec le ressenti Non, quand on fait alors de l'écho. ensuite, Il y a quand effectivement, même ce des- qui augmente, ce sont les inégalités. Ça, oui, et les Gilets jaunes, c'est les inégalités. Donc c'est la redistribution de cette richesse, mais on peut pas dire que la nation qui crée de plus en plus de richesses, on n'a jamais créé autant de richesses, on s'appauvrit. Non. Donc laissez-moi finir. Donc du coup, on ne s'appauvrit pas. Deux, le problème, c'est qu'on répartit mal les richesses. Et heureusement qu'on a ce modèle social pour le répartir un peu de façon équitable. Mais on Il y le a quand même- répartit pas de Laissez-le façon finir, équitable. laissez-le finir. Les inégalités avant redistribution, les inégalités Virginie Calmette. avant redistribution, c'est fois 21. Absolument. Ok, donc si on laisse faire Absolument. le marché et les entreprises, il y a fois 21 d'inégalités. Les inégalités après redistribution, c'est fois 8. Fois 8. C'est intolérable de faire fois 8, mais on passe de fois 21 à fois 8. Il y a tout de même un modèle social qui permet un tout petit peu mieux de redistribuer ces richesses qui, si il n'y avait pas d'État, s'il n'y avait pas de modèle social, le monde serait de plus en plus inégalitaire. Relisez Stiglitz qui vient de sortir, qui parle des États-Unis. C'est un peu votre modèle. Il y a beaucoup moins de pression fiscale. Mais personne En tout cas, il y a moins de les pression États-unis fiscale. comme Laissez-le modèle. Il y a moins de pression Non, mais fiscale. pardon, et il y a j'ai moins- le droit de dire que c'est pas il y a un modèle. moins. Ok, il y Non, a d'accord. moins. Les États-Unis Ok, sont pas c'était un la provocation modèle. comme vous en avez fait. Mais il y a moins de pression fiscale, il y a moins de dépenses publiques, il y a plus d'inégalités. Donc c'est bien un choix de société. Moi, et alors, ne dites pas, ne pensez pas que je pense que le monde est parfait. Non, il faut bien entendu trouver de la productivité, mais dire c'est facile. Il suffit de baisser la dépense publique pour que tout aille mieux. Je ne comprends pas ce discours. Il faut être beaucoup plus précis quand on sort ce genre de discours-là. Je vais vous donner, Quelle est la bonne je vais vous dépense donner publique, quelle est la quelque mauvaise chose de précis. J'ai Virginie été Calmette. élue à la mairie de Bordeaux, première adjoint au maire pendant 5 ans. J'ai baissé de 30% la dépense publique dans mon périmètre d'intervention, l'économie, l'emploi. En parallèle, 30 000 emplois supplémentaires en installant à Bordeaux Ubisoft, Betclic, OVH, Deezer, Mano, etc. Hermès. Voilà. La dépense publique, c'est pas la subvention directe aux entreprises. Par exemple, pour prendre un sujet, vous voyez, je suis pas dans le modèle américain, contrairement à ce que vous pensez. Je crois que il y a des scandales en France. Les agriculteurs ne vivent pas de leur travail, les policiers non plus, les infirmières non plus. Et donc, voyez-vous, sur ce que vous appelez vous une très bonne redistribution, je pense qu'on a un problème. Là où vous avez Est-ce que j'ai dit raison, une très bonne vous Non, mais avez dit que arrêtez de c'était parler. très bien, mais c'est pas C'est fou. Déjà, vous avez du Moi, mal ce que je vais à vous laisser dire, la parole et en c'est plus, simplement- vous pensez, vous déformez la parole des Pardon, autres. mais quand vous non, mais avez c'est eu la intolérable. parole, vous l'avez Mais non, mais quand vous dites, est-ce que j'ai dit que c'était une très bonne redistribution? Oui, vous venez d'expliquer que le système redistributif français était bien, puisque on passait, et vous avez raison, de plus de 20 fois à 8 fois. Je suis d'accord. Pour autant, vous voyez bien que ce système n'est pas optimal, puisque je viens de vous expliquer qu'on a des pans entiers de personnes en France qui vivent mal de leur travail. Et vous pensez que c'est en limitant l'assurance sociale qu'on va augmenter l'efficacité? Pas l'assurance sociale, en limitant la pression fiscale qui pèse sur tous, oui, je le pense, et je le maintiens, et je continue à le dire. Et je crois que baisser la dépense publique quand on est un élu de la République, par exemple, tout en ayant des résultats, parce que c'est ça l'objectif, c'est de faire plus avec moins. Et ça, pardon de vous dire que tous les entrepreneurs de France et de Navarre comprennent ce que je dis, parce qu'ils le font quotidiennement dans leurs entreprises. Et c'est bizarre que les collectivités et l'État soient toujours, de budget en budget, incapables de montrer une amélioration de leur Virginie Calmette, productivité. là où je rejoindrai Eric hier, c'est que les sujets doivent se regarder un par un dans leur complexité. Oui, attention à la tentation de vouloir avoir une image un peu trop globale des problématiques économiques. Les agriculteurs, un enjeu très concret et dans un territoire très concret. Les agriculteurs, ce n'est probablement pas la pression fiscale qui les met dans cette situation, c'est probablement le manque d'organisation de cette profession face aux 4 principales centrales d'achat de la grande distribution, et ça a été confirmé par la Commission. Ils sont aussi victimes d'une administration qui passe beaucoup plus de temps aujourd'hui, les agriculteurs, qui n'en passaient hier, à remplir des paperasses. Excusez-moi, mais en tant qu'élu en Nouvelle-Aquitaine, sur la plus grande région agricole d'Europe, je peux vous dire, j'en ai rencontré un paquet, et qui vous explique qu'au fond, le monde a changé, et leur monde a changé, et que malheureusement aujourd'hui, ils sont aussi victimes d'une suradministration de leur propre métier. Je pense qu'on ne peut pas nier ça. D'accord, mais c'est un sujet. C'est dommage de se dire qu'au fond,
fond, avec 80, pardon, ce sont mes chiffres, mais 80 agents publics pour 1000 habitants. Fonctionnaires. Si vous changez, vous mettez fonctionnaires et c'est bon. Parce que je pense qu'on a dû changer avant de terminer. Il faut essayer d'apprendre un peu. J'ai même pas le temps. Mais juste un mot, juste pour réconcilier, si vous me permettez, Éric Heyer, est-ce que Véronique Hamel et moi-même ont pu défendre. Je voudrais vous dire qu'on partage la même indignation devant les inégalités de notre pays. Que de voir des gens qui travaillent et qui hurlent de dire je travaille et la promesse sociale qui est que quand je travaille je vis dignement n'est pas tenue, c'est quelque chose qui nous atteint. Et ce que je voudrais trouver d'intéressant comme chemin ensemble, c'est que moi j'ai pas du tout l'intention de casser l'État, je tiens beaucoup à l'État et si on parle de Google, vous saurez à quel point je pense que c'est important. Les administrations publiques, c'est important. Mais l'autorité publique, je tiens à l'autorité publique. D'accord, mais donc pas que l'État. Que ce soit les collectivités locales ou les... Oui, mais d'accord, mais ne vous arrêtez pas à un mot, je tiens à l'autorité publique et je pense que les entreprises sont très bien outillées et armées pour lutter contre les inégalités de notre pays. Donc c'est un point sur lequel vous pensez que les entreprises ne font que creuser les inégalités et que l'État qui n'aurait pas. Mais je pense qu'on a un chemin commun à essayer de penser qui est comment lutter contre vous pouvez quand même pas faire porter Éric Heyer des propos qu'il n'a pas tenus sur des conclusions définitives. La redistribution, c'est la plus efficace du monde. Alors elle n'est pas parfaite, mais c'est la plus efficace du monde. Il y a mieux à trouver. D'accord. Et les entreprises ont leur rôle à y jouer. Si on a le taux de pauvreté l'un des plus bas des pays de l'OCDE, il y a une raison. Et les entreprises ont un rôle à jouer. Bon, mais ça c'est clair. Voilà. Et je pense que si on était allé sur un terrain qu'on n'a pas expérimenté aujourd'hui, qui est celui des impôts de production, vous seriez 100% d'accord. Mais absolument, probablement. Parce que c'est 3S. Non mais moi je pense que si on revient à la question du budget, il va falloir s'arrêter. Non mais la question du budget, c'était de quel point? C'est-à-dire que 42 secondes. J'ai entendu que c'était un budget keynésien. Il faut oublier, c'est pas un budget keynésien. C'est encore, on l'a dit au Conseil des finances publiques, mais la Commission européenne l'a dit. Il y a zéro effort. Quand vous faites zéro effort, c'est-à-dire qu'il n'y a ni austérité ni relance. Donc vous voyez. C'est pas un budget de relance, c'est un budget où il y a zéro effort. Ensuite, pourquoi on a envie de dire que c'est du keynésianisme? Parce qu'on devait faire 0,5 points d'effort, donc on devait normalement faire un budget d'austérité et on fait un budget sans effort. Et comment on a utilisé cette petite marge de 0,5? C'est au lieu de le faire en baissant l'impôt de production, le structurel, on l'a fait en essayant de relancer la consommation. C'est ça qui est un peu keynésien. Et effectivement, pourquoi pas zéro effort? Parce qu'on est dans un mauvais moment. Mais il aurait fallu effectivement ne pas le faire sur la consommation, non, il aurait fallu le faire sur l'impôt de production. Donc c'est là où on peut se retrouver. Mais attention, c'est pas du tout un budget keynésien, c'est pas du tout un budget de relance, c'est un budget où on fait zéro effort structurel. On a terminé, je suis désolé Leonidas, l'histoire de Google et des éditeurs de presse. Je vous promets qu'on y revient. Écoutez, c'est passionnant et c'est une vraie bataille. C'est le 24 octobre en plus. Mais absolument, et heureusement que la puissance publique est là pour amener un certain nombre d'acteurs dominants et qui ne respectaient pas la loi au respect de l'ordre collectif. Un jour, il faudra qu'on fasse un débat. Vive la puissance publique pour tout ce qu'elle fait pour les entreprises, haro sur la puissance publique pour tout ce qu'elle fait en dehors de ce champ-là. Ben écoutez, c'est une vision de la société et du monde qu'il y a derrière, donc ayons le débat. On peut dire vous proposez volontiers. Ayons le débat. On peut dire que le débat, on l'a eu aujourd'hui. C'est Virginie Calmels, Éric Heyer, Leonidas Kalogéropoulos, demain 9h.